Si on accepte de ne pas tout confondre, si on accepte de voir que le monde marchand crée de la mobilité, mais qu'en même temps, évidemment, que tout ne peut pas être marchand. Alors effectivement, en tenant les deux plans différents, on aura à la fois le lien social d'une part et d'autre part un monde marchand. Le monde marchand, on l'a dit, c'est le monde qui fait intervenir l'argent comme moyen, mais un moyen qui très rapidement peut devenir la fin, c'est le domaine de la spéculation, qui crée donc plutôt du désordre. Enfin, en tout cas, ça crée quelque chose qui est de l'ordre d'une mobilité qui est plutôt inquiétante. Bon, c'est vrai, mais dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas dans la relation autrui sur un plan qui est seulement celui du monde marchand. Je vais prendre un exemple très concret. J'entre dans un ascenseur, je suis tout seul. Il y a une personne l'ascenseur, imaginons pour qu'il y ait un petit peu de temps, qu'il y ait 15 étages ou plus. Je suis dans un building à New York, quoi. Il y a 100 étages, comme ça, on a un peu de temps. Donc je rentre dans l'ascenseur, hop, l'ascenseur démarre, il s'arrête à l'étage du dessus, il y a quelqu'un qui rentre. Nous sommes deux, et il repart. Et il ne s'arrête plus, là, jusqu'au dernier étage. Et je suis face à l'autre. Et là, chacun a vécu cette expérience, c'est pesant. Vous sentez que là, il y a une espèce de poids. Alors il y en a un qui va dire il fait beau aujourd'hui. Il a tiré le premier. Et donc il a créé une dette. Il faut répondre. Oui, c'est vrai, il fait beau, mais enfin, c'est plus ce que c'était. Il y a la couche d'ozone. Enfin. Alors là, on joue sur les deux tableaux. D'abord parce qu'on parle du temps, donc on parle de ce qui ne dépend pas de nous. Autrement dit, de ce qui est plutôt synonyme de paix. Tant qu'à faire. On ne va pas se lancer d'emblée sur des questions politiques ou sur des questions qui touchent. Ça risque. Le lieu est clos, on ne sait pas qui on a affaire. Bon, on va parler de ce qui ne dépend pas de nous. Et d'autre part, on en parle sur un registre qui est le plus désincarné possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit le moins engagé possible dans ce qu'on dit. On établit du lien, plutôt paisible, mais dans un registre qui est celui de l'échange. Tu m'as donné, il faut que je te rende. Plutôt un peu plus d'ailleurs. Vous remarquerez, s'il a prononcé 3 mots, j'en prononcerai 5. Et lui, il va enchaîner, il va en mettre 10. Vous savez, il y a Mauss qui avait très bien analysé ça. Hein. Les logiques du don dans les sociétés traditionnelles sont des logiques qui relèvent de ce qu'il appelle le potlatch. Enfin, c'est pas lui qui l'appelle comme ça, c'est un terme qui veut dire détruire, consommer, dans les sociétés tribales nord-américaines. Et Mauss avait remarqué ça. Cette logique du don, au premier abord, crée du lien social, c'est vrai, et on pourrait même croire qu'elle crée de la paix, de la stabilité, du bien-être. Or, Mauss a observé que dans les sociétés traditionnelles, le don là, qui est opéré de tribu à tribu, ça n'a rien à voir avec un échange de type économique. On échange des politesses, c'est l'ascenseur dont je parlais tout à l'heure, mais on échange aussi des festins, des fêtes, etc. Mais on échange sur un plan qui n'est pas économique, puisque l'un a donné. Alors celui qui a reçu, immédiatement, a une dette. Il faut donc qu'il se libère de la dette. Il va donc rendre. Mais en ajoutant un peu plus. Parce qu'en ajoutant un peu plus, non seulement il se libère de la dette, mais il crée une dette. Alors du coup, l'autre va vouloir se libérer de la dette. Il va falloir rendre, mais en ajoutant encore un peu plus. Et on arrive, remarquez Mauss, comme ça, à des clans, des familles, des tribus, même qui se ruinent complètement, qui finissent à la fin de ces séances de potlatch, complètement ruinés. Ça peut même parfois aller jusqu'à la mort. Enfin, c'est une espèce de combat. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui ne peut pas rendre, et plutôt que de rester dans la dette, il va préférer entrer dans une logique du conflit. Ce que je vous fais remarquer là, c'est que la logique du don, c'est pas synonyme de paix. Le don, c'est aussi la rivalité. Qui n'a pas déjà vécu un don humiliant ? D'ailleurs, quand on donne trop à quelqu'un qui n'a pas assez, on devient le maître. Ce qui se joue là, dans cette logique du don, ça n'est pas du marchand. On n'est pas dans la satisfaction de besoins au sens économique du terme. Ce qui se joue, c'est le désir de reconnaissance. Voilà, je suis dans l'ascenseur, l'autre est devant moi. Finalement, nous sommes enfermés dans un lieu clos, ça va prendre quelques étages. Qu'est-ce qui me prouve qu'il ne me regarde pas comme faisant partie du monde ? Je vais lui dire bonjour. S'il ne me répond pas, je suis humilié. Et d'ailleurs, s'il ne me répond pas, je vais penser que c'est un goujat, enfin un personnage absolument. Mais s'il me répond, je suis rassuré, je sais que j'existe. Ceci étant dit, je sais maintenant que j'ai devant moi un sujet libre qui pourrait très bien me donner plus que je ne peux recevoir. Il faut donc que je me libère de la dette. Et hop, c'est parti. Il y a donc deux plans différents. La logique marchande nous libère de tout ça. La circulation des marchandises, c'est l'absence de dette. Je ne dis pas que c'est bien du point de vue des effets économiques dans le monde, la planète, etc. Mais enfin, je décris ce qui se joue du point de vue des consciences qui sont dans ce monde-là. D'une part, je suis libéré de la dette, mais rien n'interdit d'entretenir sur un autre plan un type d'échange qui n'a rien à voir avec l'échange marchand. Un échange où se joue la reconnaissance. Croire que l'échange marchand peut remplacer ça, c'est une illusion. Je ne vois pas en quoi l'échange marchand pourrait se substituer à ça. Mais à l'inverse, croire qu'on peut remplacer l'échange marchand par quelque chose qui est de la logique du don que je viens d'évoquer à l'instant, ça c'est une autre illusion. Il y a donc, si vous voulez, deux illusions auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes un peu, c'est vrai, dans la situation de ceux qui avaient espéré à la fin du XIXe siècle dans un progrès technique qui allait nous rendre heureux, etc. Il y a un beau texte de Freud comme ça dans le Malaise dans la civilisation. Bon, alors on a cru que le progrès technique allait nous rendre heureux, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Eh ben maintenant on va croire que c'est la technique qui nous rend malheureux. Eh ben c'est pas le cas non plus.
C'est ni l'un ni l'autre. C'est parce que le bonheur, il n'est pas là, il est ailleurs. Eh bien, là, c'est un peu du même ordre. Nous avons cru que l'échange marchand allait nous rendre heureux. Bon, eh ben, c'est pas le cas. Eh bien, maintenant, nous croyons qu'en sortant de l'échange marchand, nous allons être heureux. Mais non. La logique du potelage que décrivait très bien Mauss indique à quel point, dans une logique qui n'est pas marchande, existent des échanges qui vont à un point de rivalité qu'on ne soupçonne pas. Mais l'exemple de l'ascenseur, je crois, est assez parlant. Quand la porte s'ouvre à la fin, qu'est-ce qu'on se sent bien, hein, parce qu'on sort du potelage. Vous savez, il y a un mythe grec que je trouve, bon, c'est un mythe, c'est toujours discutable, hein, mais le mythe est souvent éclairant, en tout cas dans le sens dont il est porteur. C'est le mythe d'Hermès. Vous savez, Hermès, le dieu grec des marchands, c'est aussi le dieu des voleurs. Vous voyez, bon, ça donnait Mercure dans la mythologie romaine. Alors le mythe d'Hermès se présente ainsi. Hermès a volé à Apollon ses génisses. Mais comme il est habile, il a fabriqué des faux sabots qu'il a mis à l'envers, de sorte que les génisses partant dans une direction, on a cru qu'elles partaient dans l'autre. Vous voyez. Et alors donc comme ça, il a pu s'approprier les génisses d'Apollon. Après, touché un peu de remords, il revient vers Apollon. Il lui propose de faire un échange. Il a tué une des génisses, puis avec les tripes de la génisse, avec ses boyaux, il a fabriqué une lyre. Et il échange la génisse tuée contre la lyre. Et Apollon accepte l'échange là. Alors évidemment, Hermès, emporté par l'élan, se dit je pourrais changer ce que je veux. Donc il fabrique une flûte, je ne sais plus si c'est dans un tibia, une génisse ou je ne sais quoi, et il propose à Apollon d'échanger cette flûte contre son don de divination. Apollon avait ce don-là. Et Apollon dit ah non, ça ne marche pas. Alors si on interprète le mythe, il est quand même assez riche, parce qu'il nous dit que Hermès, c'est le dieu des voleurs. Mais enfin, il vole par ruse, et non pas par violence ouverte. Ensuite, il rétablit l'équilibre par l'échange. Je t'ai volé les génisses, mais je te donne. Mais il échange quoi contre quoi? Il échange les génisses contre une lyre. Et la lyre, c'est une fabrication humaine, c'est la culture. Donc Hermès symbolise aussi ces échanges marchands qui font progresser aussi la culture. Mais on voit bien nos inquiétudes, et sont vieilles comme le monde grec déjà. Hein. Oui, mais la mondialisation, est-ce que c'est pas la mort des cultures locales, etc. À l'époque d'Alexandre le Grand, on se posait déjà de ce genre de questions. Et ensuite, lorsque Hermès propose d'aller au-delà et d'échanger une flûte contre le don de divination d'Apollon, Apollon dit « Ah non, ça, il n'est pas question. » Donc, il y a du hors de prix. Il y a quelque chose qui, évidemment, échappe toujours au monde marchand. Il y a deux plans qui peuvent être articulés. Mais ça ne veut pas dire que l'un doit prendre la place de l'autre, évidemment.